sujets, ce sont des sujets techniques. On essaie chaque fois de focaliser sur un aspect. Donc, on a déjà fait tout ce qui est web, mobile, méthodologie de développement. On a fait pas mal de sujets. Aujourd'hui, on va faire cloud et virtualisation. Donc, la première fois, donc, عندنا le site تاعنا c'est algiers-6meetup.org. Donc, تماك تلقاو كامل لي زيديسيون اللي جازو، تلقاو كامل لي سلايد تاع لي سبيكر، تلقاو كامل لي فوتو تاع ليفينمون. وشنو تانيك، عندنا تانيك الشانل تاعنا سلاك، سي اون شانل جديده دونك فيها جو بونس 250 membres. Donc, مليحة pour tout ce qui partage, tout ce qui discussion entre développeurs. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, on a des speakers de qualité aujourd'hui sur les plateformes cloud, Azure, Amazon, Google, Salesforce, etc. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions ou bonne journée. Donc, on va commencer la première présentation. Monsieur Moustapha Mohamed Amin, c'est un enseignant à l'ISI. Donc, il va nous faire une présentation sur Windows Azure for Developers. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Moustapha Mohamed Amin. Je suis un enseignant à l'ISI. Donc, je m'occupe de tout ce qui est génie logiciel et développement mobile. Je suis aussi consultant de tout ce qui concerne les technologies Microsoft. Ça veut dire que je travaille tout ce qui est .NET, architecture et SharePoint. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un TD sur Java à l'ISI, il y a un bouton qui pousse. Mais malheureusement, on est obligé d'être technologie agnostique à l'école. Malheureusement pour moi et heureusement pour les étudiants. Je remercie les organisateurs pour le contenu qui est tout simplement très riche, parce que ça va permettre aux gens qui viennent découvrir le cloud de voir toutes les technologies qui sont offertes. Moi, de mon côté, je vais m'intéresser à présenter la plateforme Azure, qui est l'un des acteurs majeurs du cloud dans le monde, avec Amazon, avec Google et bien sûr les autres. Je remercie aussi ceux qui sont venus, qui ont sacrifié une si belle journée de week-end pour venir parler cloud. Donc tout de suite, on va parler du programme. Donc de quoi allons-nous parler? D'abord, on va parler de l'évolution des applications et surtout d'un point de vue développement et architecture. Comment ça a évolué depuis des architectures très simples, du statique, vers les architectures actuellement basées sur cloud. Je vais donner des choses que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais je vais situer ces choses-là par rapport au cloud Azure. Maintenant, je vais parler aussi du processus de transformation cloud en parlant des technologies Microsoft. Ça veut dire, d'un point de vue développeur Microsoft, comment les choses vont évoluer. Et aussi, je vais contextualiser. Ça veut dire, je vais parler du contexte algérien. Ça veut dire les challenges, les problématiques par rapport à l'Algérie et comment éventuellement y faire face. Donc, quels sont les besoins actuels pour les applications modernes? Donc, il faut que ça soit, c'est à peu près les sujets de discussion de TechMatup. Ça veut dire c'est le processus. On doit développer avec des méthodologies reconnues. La qualité doit être au centre du développement. L'extensibilité, ça veut dire être à chaque instant capable d'apporter des choses aussi bien au niveau fonctionnel qu'au niveau technique. Et aussi, surtout, la chose la plus importante, à mon avis, c'est que les applications sont data-centric. Ça veut dire tout l'essentiel des données, ce n'est pas les applications elles-mêmes, mais c'est les données qu'elles véhiculent, qu'elles permettent d'être accessibles aux utilisateurs. Et surtout, le challenge aussi, c'est quoi? C'est le multiplateforme. Avant, c'était quoi l'informatique? C'était quoi un utilisateur connecté? C'était un utilisateur en face d'un PC. Maintenant, techniquement parlant, chacun a un PC dans sa poche. On est bien d'accord? Le smartphone que j'ai dans ma poche est 10 fois plus puissant que le premier PC que j'ai acheté. Et techniquement parlant, le smartphone, c'est un ordinateur, mais doté d'une plateforme qui est complètement différente. Ça veut dire qu'il y a un souci qui se pose, bien évidemment, pour les développeurs, c'est un souci d'interopérabilité.
Ça veut dire que mes données, mes applications doivent être utilisables par des plateformes très hétérogènes. Et aussi un besoin de scalabilité. On va en parler par rapport au contexte algérien surtout. Si on voit par exemple des géants comme Facebook, comme Google, etc., avec des millions, voire des milliards de requêtes par jour, ça veut dire qu'on a vraiment des besoins de scalabilité pour permettre de répondre, on va dire, favorablement aux requêtes des utilisateurs. L'informatique, bien évidemment, a évolué. Et ça, le développement web a évolué avec, mais d'un rythme vraiment infernal. Donc on a commencé par des architectures simples concernant le web statique. Donc c'était quoi? On avait un serveur web qui donnait à disposition des fichiers. Donc des fichiers HTML, CSS, JavaScript. Bien évidemment, l'utilisateur qui navigue sur Internet, c'était quoi? C'était juste un téléchargement d'un fichier. Ça veut dire le fichier qu'il est en train de voir sur son navigateur, c'est exactement la même copie d'un fichier qui existe quelque part sur un serveur. Ce genre d'architecture ne convenait plus. On ne peut pas, par exemple, envisager comme Hardis ou bien Carrefour, Uno, faire une page pour chaque produit. C'est tout simplement impossible. Donc là, il y a eu l'émergence du web dynamique. Donc c'était fin des années 90, début des années 2000 où ça a vraiment fait le boom, surtout avec le langage PHP. C'est quoi? J'ai un script associé à des données qui sont stockées dans une base de données. Je génère des fichiers HTML qui sont dynamiques. Ça veut dire si j'ai 200 produits dans la base, le tableau va contenir 200 lignes. Si j'ai 2000 produits, le fichier HTML va contenir 2000 lignes. Tout simplement, la page HTML que l'utilisateur est en train de visualiser sur son navigateur ne correspond pas à une copie physique sur le serveur. Elle a été virtuellement générée. Mais ce genre d'architecture ne répond plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin maintenant d'architectures qui répondent aux besoins de multiplateformes. Ça veut dire qu'on a besoin que les applications, je parle bien d'applications, le développeur doit se focaliser sur les applications web et un peu oublier la notion de site web, on y reviendra plus tard. Donc c'était quoi? Au lieu de donner disposition, comme il y a un besoin de multiplateformes et que les gens n'ont pas vraiment besoin de sites responsifs, pourquoi? Parce que techniquement c'est limité. On n'a pas, par exemple sur le mobile, on a difficilement accès aux capteurs, etc. Donc on a besoin de développer des applications natives. Donc côté front-end, les technologies sont vraiment très différentes. Sur le web, je gère l'affichage d'une manière complètement différente par rapport à iOS ou bien Android. Et donc le besoin c'est quoi? Au lieu de donner, comme précédemment, des fichiers HTML générés dynamiquement, je dois donner des objets. Et les objets, c'est au client de se débrouiller pour les afficher. Ça veut dire si je suis dans le web, j'utilise une plateforme comme Angular 2 pour l'affichage. Si je suis dans, par exemple, Android, je fais un list view qui permet d'afficher les données. Bien sûr, on a besoin d'être interopérable. Le tuyau d'interopérabilité existe déjà, c'est le tuyau HTTP. Maintenant, le format des données, avant on utilisait surtout l'XML, mais comme ça ça nécessite un traitement de conversion, de validation, etc. On a opté maintenant pour un format beaucoup plus léger, beaucoup plus utilisable, qui est le format JSON. Le contexte de développement ne se limite pas uniquement au développement. Donc le développement, il y a des activités, il y a des expressions de besoin, des conceptions, implémentations, etc. Pour transformer quoi? Pour transformer un besoin d'un client ou bien une idée d'une start-up, parce qu'il faut toujours se situer dans les deux niveaux, niveau grande entreprise et niveau start-up. On a un produit fonctionnel, mais ce produit reste fonctionnel uniquement sur un environnement de développement, voire un environnement de pré-production, mais qui n'est pas encore disponible sur un environnement de production. Et là, ce qu'on appelle le handover. Ça veut dire on passe le site ou l'application web, ou bien mes API web, d'un environnement de développement vers un environnement de production. Et là, la casquette change complètement. Donc, on a besoin d'autres types. On a besoin d'un administrateur système, d'administrateur base de données, des ingénieurs de sécurité pour vérifier que mon application web répond aux normes, etc. Et ce genre d'architecture, c'est ce qu'on appelle, la première génération, c'est la génération on-premise. Désolé, ce n'est pas très clair sur le... Est-ce qu'on peut éteindre?
Voilà. Donc sur le déploiement on-premise, je dois tout gérer. Et sinon, dans une éventualité, ça veut dire sous-traiter. Donc le réseau, le stockage, les serveurs. Lorsque je dis les serveurs, c'est la partie hard et aussi la partie soft. Ça veut dire installation et aussi licensing, qui est une affaire qui est quand même problématique. Et sur ces serveurs-là, soit ils sont physiques, soit ils sont virtuels. Et on a les systèmes d'exploitation, les middleware, les runtime. Et la partie sur laquelle la première équipe a beaucoup travaillé, c'est uniquement la partie données et applications. Donc, on doit gérer tout ça, ce qui donne à beaucoup de soucis. Donc, d'abord, des soucis d'acquisition. D'acquisition, ça veut dire que je dois acheter des serveurs physiques. Je dois acheter des licences. Éventuellement, je dois former des gens. Ce qui est le deuxième point, ça veut dire, si je veux m'assurer un SLA de mes applications, un SLA c'est quoi? Ça veut dire Service Level Agreement. Si je dois m'assurer que mes applications sont tout le temps disponibles, il faut que les serveurs soient au minimum allumés. Et pour qu'ils soient au minimum allumés, il faut qu'il y ait une personne qui vérifie qu'il n'y a pas de soucis. Bien sûr, donc c'est la ressource humaine qui coûte cher. On a l'acquisition qui coûte cher. Lorsque je dis cher, c'est en termes d'efforts et en termes d'argent. On a aussi des problèmes, parce que ce n'est pas évident. Parfois, on a des problèmes d'installation, des problèmes de configuration et des faux problèmes. Je donne un exemple. Le serveur n'est pas disponible. Je dois le commander à l'étranger. Il passe par la douane. Et donc, ça, c'est un faux problème. Au lieu que mon application soit disponible aujourd'hui, c'est disponible dans 90 jours, avec une éventualité qu'elle se retrouve au sous-sol de l'aéroport. Donc, pour déployer une application, les ingénieurs système et les ingénieurs DBA, il y avait une checklist. Cette checklist-là, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. Donc, c'est l'essentiel. D'abord, il faut que j'ai un data center. Ou bien, si je n'ai pas un data center, ça veut dire que je dois sous-traiter, aller chez les gens qu'on a. Acheter des serveurs, acheter des licences, configurer les serveurs. Ensuite, lorsqu'on commence, l'environnement commence à devenir prêt, on doit installer un SQL Server. Je pars bien sûr du monde Microsoft. Déployer les bases de données, installer l'application et aussi, surtout, pour assurer un SLA, configurer la disponibilité. Ça veut dire quoi? Si je vois que mon application elle est accessible par des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs, il faut au moins qu'il y ait plusieurs serveurs en load balancing pour que je puisse faire tout ça. Et on a bien évidemment des couacs nationaux. Le site de l'ADL. La dame, je l'ai vue à la télé, elle était fière. Hier, on a réussi à inscrire 3000 personnes, alors qu'il y avait 20 millions de demandeurs. Donc, les résultats du bac, c'est quoi? Il faut vraiment être champion pour avoir son résultat. Notre site de l'ISIL, le site de l'orientation, qui quand même a des accès vraiment énormes au niveau après le bac, ça veut dire dans la période d'orientation. Et ça, c'est vraiment inacceptable. J'ai entendu dire à la télévision aussi par le directeur de l'ADL que le site ferme à 16 heures. Donc on a modernisé la bureaucratie. Donc il a dit que le site ferme à 16 heures. Pourquoi? Parce qu'on a uniquement pensé développement. On n'a pas pensé en termes de SLA. Le SLA n'était pas au cœur de notre, on va dire, stratégie. Deuxième chose à remarquer, c'est que ces sites-là sont des sites à haute disponibilité, mais vraiment ponctuels. Les demandes de l'ADL se font, on va dire, une fois chaque 2, 3, je ne sais pas leur politique. Les résultats du bac, c'est généralement le mois de juillet. Les orientations, c'est juste après. Mais juste après, ça veut dire si on parle du mois d'octobre, le mois de novembre, c'est complètement vide. Ça veut dire même si je m'investis en termes d'infrastructure, j'achète 100 serveurs, je vais les acheter pour rien. Je vais les acheter pour rien. Ça veut dire ils vont servir, je vais garantir un SLA la fin juin, début juillet, mais le reste de l'année, je vais payer de l'électricité pour rien. Donc on a évolué vers la révolution qui est cloud computing. Révolution soulignée. Donc cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network. Ça veut dire c'est on-demand. On utilise la ressource que lorsqu'on a demandé. To shared pool. Shared, ça veut dire c'est accessible par plusieurs clients. Of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management. Ça veut dire on minimise l'action de configuration et au profit de choses qui sont déjà
prête. Pourquoi j'ai dit c'est une révolution en souligné? Parce que la vraie révolution, pour moi, c'est la virtualisation. La vraie révolution, c'est la virtualisation. C'est de faire tourner des machines qui ne sont pas des machines physiques, dans des machines physiques. Et avec tout ce qui vient avec, la sauvegarde, la mobilité, l'élasticité, etc. Donc les points, par exemple, les points d'arrêt, ça veut dire j'arrête la machine à un point T et je peux reprendre exactement à ce même. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ensuite, le cloud computing, ce n'est qu'une conséquence de la virtualisation. Et le cloud, il est disponible sous 3 modèles. D'abord, l'infrastructure as a service, c'est quoi? C'est que je vous décharge d'un certain nombre de choses, mais il y a un gros travail en termes de système de DBA qui reste à faire. Ça veut dire c'est vous qui allez gérer, on va le voir en détail plus tard. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre journée, c'est le PaaS, bien sûr. C'est quoi? C'est une plateforme pour les développeurs permettant de développer et de déployer des applications. Et le SaaS, c'est quoi? C'est à l'utilisateur final, c'est qu'au lieu d'installer, de configurer, ça veut dire d'acheter des applications, il a des applications qui sont disponibles sur mobile et sur navigateur, avec un autre modèle de déploiement et un autre modèle de licensing. Ça veut dire, au lieu de payer des licences, je paye des abonnements. Si on parle en termes de spécialité easy, ça veut dire, ça parle plus à des gens qui sont sick, pas ça parle à des gens qui sont on va dire SEAL, développement, et ça va parler à des gens qui sont sites, qui vont faire de l'intégration et faire des études. Revenons à l'environnement Microsoft. Donc, ceux qui faisaient de la virtualisation sur Microsoft utilisaient un logiciel qui est concurrent à VMware, qui est Hyper-V. Donc, la migration, c'est quoi? Au lieu de travailler avec du Hyper-V, on va travailler avec des machines virtuelles Azure. Sauf que ces machines virtuelles, tout simplement, entre parenthèses, je ne sais pas où elles sont. C'est pas complètement, c'est ça le concept de nuage. Donc physiquement, je ne sais pas où elles sont. Sauf que lorsqu'on configure les machines virtuelles dans Azure, on choisit la zone géographique, etc. Mais est-ce qu'on connaît exactement la machine ou les machines où ma machine virtuelle est déployée? Ça reste du domaine de Azure. Donc lorsque je déploie mon application sur AES, ça veut dire je délègue des choses. Ça veut dire tout ce qui est stockage, réseau, serveur, virtualisation qui sont affichés en vert, je ne les gère plus. Mais je vais m'intéresser à l'installation de l'OS parce que ça n'exclut pas l'installation d'un système d'exploitation. L'installation de IIS, la configuration. Ça veut dire si mon application est à haute disponibilité, ça veut dire que je dois installer plusieurs instances de la machine virtuelle et de lier ces machines virtuelles en LNB. Et ça exclut plusieurs éléments dans la checklist, notamment acheter des serveurs, ça veut dire au sens hardware, on ne s'occupe plus du hardware, et installer des data centers. Bien sûr, les tâches des administrateurs système et des administrateurs DBA restent les mêmes, sauf qu'ils ne travaillent pas sur des machines locales, mais ils travaillent sur des machines distantes sur le nuage. Maintenant, parlons de la transformation PaaS. PaaS, c'est quoi? C'est Platform as a Service. Ça veut dire tous les outils qui permettent aux développeurs de, 1, développer des applications, 2, déployer des applications sur Azure. Donc, au lieu de parler Windows Server et de ZS, c'est encapsulé. On parle d'App Services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en travail sur Windows, mais c'est complètement encapsulé pour l'utilisateur. Tout ce qu'il voit, c'est quoi? C'est les App Services. Au lieu de parler de SQL Server, on va parler de SQL Server Azure, qui est une version sur le cloud d'Azure. Et le modèle change complètement. Ça veut dire, au lieu d'acheter la licence SQL Server, je vais payer SQL Server d'une manière mensuelle ou annuelle selon l'utilisation, selon le stockage alloué. Le stockage classique, quoi? Où est-ce que je mettais mes fichiers? Soit dans le système de fichiers pour les données, on va dire, non structurées, soit dans une base de données relationnelle. Dans le cloud, ça change complètement. Donc Azure, il donne 3 concepts, les blobs, les queues et les tables. Les développements, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que le développeur web qui utilise les technologies Microsoft continue à développer
de la même façon. Ça veut dire que je peux continuer à travailler avec de l'ASP.NET, l'ASP.NET MVC. Maintenant, il pousse la nouvelle version qui est l'ASP.NET Core, qui a beaucoup de choses en plus, notamment, elle est multiplateforme. D'abord, elle est multiplateforme. Ça veut dire que je peux créer une application web qui s'héberge sur Linux. En plus, le hosting n'est pas réservé à AWS. Ça veut dire que je peux héberger mon application sur n'importe quel autre système. On avait par exemple les jobs. Il y avait des jobs qui s'exécutaient en background. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des services Windows. Donc, on développait des services Windows qui faisaient ces jobs-là. Maintenant, ces jobs-là sont représentés sous forme de ce qu'on appelle Azure Web Jobs. C'est l'équivalent, sauf que ça ne s'exécute pas sur mon environnement, mais ça s'exécute sur l'environnement sur lequel est installée mon application. Attention, il faut savoir que le PaaS, il est basé sur l'IaaS. On est bien d'accord? Ça veut dire quelque part, mon application web qui est hébergée en mode PaaS, elle est hébergée sur une machine virtuelle en mode IaaS. Sauf que ce n'est pas moi qui gère, mais c'est Azure qui gère. Donc le développeur a le choix de développer de deux manières différentes. Soit elle développe en mode classique, ça veut dire quoi? Je développe comme si c'était une application que je vais déployer sur un serveur normal. Ensuite, je la publie sur Azure. Et là, le résultat, c'est à peu près le même. Soit je développe initialement en tenant compte que le déploiement va utiliser Azure. Et là, Azure donne le SDK et les outils nécessaires qui permettent d'anticiper ce genre de développement. Et donc, qu'est-ce qui est géré pour moi? Tout ce qui est en vert maintenant est géré pour moi. De quoi je vais m'occuper? Je vais m'occuper uniquement des données et des applications. Ça veut dire que je vais m'occuper, on va dire, de l'essentiel. Même la checklist est considérablement réduite. Donc, qu'est-ce qui me reste à faire? Déployer l'application, déployer les bases de données. Par exemple, un truc qui faisait beaucoup de maux de tête, c'était la haute disponibilité. Comment je rends mon application élastique? Et là, je ne gère plus. C'est selon mon plan. Ça veut dire que ça ne dépend plus du technique, ça dépend du financier. Elle est élastique tant qu'on n'atteint pas une certaine, on va dire, somme à ne pas dépasser. Et qu'est-ce qu'ils ont donné avec pour permettre aux gens de déployer efficacement? Ils ont donné le SDK de Azure. Toutes les opérations d'Azure sont basées sur le protocole REST et parfois sur le protocole OData. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement open. Ça veut dire Azure est utilisable depuis n'importe quel langage de programmation. D'ailleurs, il y a les bibliothèques pour Java, pour PHP, etc. En un mot, si j'ai un objet stocké sur un blob Azure, je peux y accéder à partir de n'importe quelle application, n'importe quelle plateforme. Bien évidemment, moi, sur ma présentation, je vais mettre le focus sur les langages et les technologies .NET. Mais ça n'exclut pas que la même chose que je viens de faire, je puisse la faire avec Java ou bien avec Ruby. Donc, pour les sites web, si on parle site web, ça va complètement me décharger de la notion d'hébergement. Ça veut dire c'est hébergé, nous vous en occupez plus, vos fichiers sont là et je garantis un SLA. Donc le SLA, il est théoriquement illimité, mais en réalité, il est limité par les barrières financières. Donc, on a ce qu'on appelle les domaines personnalisés, ça gère toutes les technologies, ça gère l'authentification, ça gère d'une manière automatique la sauvegarde, etc. Et ça gère aussi ce qu'on appelle le staging. C'est quoi le staging? Un des grands soucis de développement, c'est quoi? C'est que maintenant les modèles de développement sont des modèles continus. Avec l'agilité, ça veut dire chaque 1 mois, 2 mois, je sors des versions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je risque, par exemple, de donner la version 1.2 de mes API, mais les applications mobiles qui utilisent la version 1.0 s'arrêtent de fonctionner. Et c'est très difficile à tester. Donc, ils ont donné ce qu'on appelle les capacités de staging. Je vais présenter ça d'une manière très rapide. Voilà. Donc, dans Azure, ici, on donne toutes les, on va dire, les applications qu'on a hébergées. Donc, sous l'onglet, ce qu'on appelle App Services. Et là, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai préparé ce qu'on appelle démo Azure
des ZTM. Donc, il donne toutes les informations sur l'application. D'abord, Resource Group. En un mot, ce groupe de ressources, ça veut dire que c'est des ressources qui ont des choses en commun. Et surtout, ce qui est en commun, c'est quoi? C'est la partie hardware. Donc, physiquement, il dit, voilà, c'est quelque part au nord de l'Europe. Généralement, c'est en Suède, mais pas plus. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que la Suède, je crois qu'il y a plusieurs data centers. Et là, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins pour ce qui vient de l'ancien monde, c'est une encapsulation de quoi? De ZIS. Par exemple, on a les boutons arrêter, redémarrer, etc. C'est quoi? C'est tout simplement le bouton équivalent d'arrêter du ZIS. Sauf que, lorsque je clique sur arrêter, peut-être, il ne va pas arrêter sur un seul serveur. Peut-être qu'il y a des millions de personnes qui sont connectées, il va arrêter sur, on va dire, son serveur en load. On ne le sait pas. C'est complètement encapsulé. Voilà. J'ai préparé une démo. Je ne sais pas si c'est visible pour les gens qui sont derrière. Donc, j'ai préparé une démo d'une l'application qui donne des API. Donc, j'ai créé une table de Mujahideen et donc qui donne des Mujahideen en mode get, en mode get by ID, en mode post pour l'ajout des Mujahid, en mode modification et en mode suppression. Et j'ai déployé cette application sur Azure. Vu que les données sont sous JSON, donc je vais cliquer sur lister. Ça, c'est un client développé en WPF. Voilà, j'ai la liste des Mujahid, sauf que c'est pas hébergé sur un serveur classique, mais c'est hébergé sur le cloud. La même adresse, par exemple, si on veut voir, voilà. Ici, donc on peut voir que la liste des Mujahid, elle est donnée sous forme de JSON. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc, par rapport aux développeurs, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ça se passe exactement de la même manière que je déploie sur un 2IS on-premise que sur un app service. L'un des soucis, c'est quoi? C'est que lorsque je lis, comme je disais tout à l'heure, c'est que parfois on a des problèmes de version, ce qu'on appelle des staging. J'ajoute des choses et peut-être que ça va causer des régressions. C'est pour ça qu'ils ont proposé ce qu'on appelle la notion des slows. C'est quoi les slows de déploiement? Ça veut dire que c'est un canal supplémentaire où je peux déployer mes applications pour les tests. Je reviens ici sur mon client WPF. Remarquez que dans la combo box là-haut, j'utilise prod. Ça veut dire que je suis en train de faire des requêtes sur quoi? Sur la production. Je vais changer. Remarquez aussi la colonne version que j'ai fait version 1. Ça veut dire que ces Mujahid-là sont donnés par les API version 1. Je vais changer l'adresse et je vais faire lister. Ça a changé, donc c'est la version 3. Lorsque je valide ma nouvelle version, ça veut dire que je suis en mode staging, lorsque je valide ma nouvelle version, je peux toujours utiliser swap. Qu'est-ce que ça veut dire swap? Ça veut dire que j'échange les fichiers qui sont dans un slow séparé vers le slow principal qui est le slow de production. Maintenant, toute la restriction n'est pas technique. Le nombre de slows dépend du plan que je suis en train de payer. Ça veut dire plus je paye, plus j'ai un nombre de slows séparés. Et finalement, pour terminer, lorsque je fais des modifications sur une application de la même façon qu'avant,
Dans Visual Studio, je choisis Publish. Voilà. Ici. Donc je choisis le app service sur lequel je vais déployer. Et éventuellement, je peux choisir le slow sur lequel je vais déployer. Ça veut dire si je veux éviter de déployer sur le truc principal, je choisis le slow de pré-production. C'est quelque chose, croyez-moi, en développement d'équipe, c'est quelque chose de vraiment très utile. L'autre option d'Azure, c'est quoi? C'est les données. Comment je gère mes données avec Azure? Donc, il y a plusieurs façons de gérer des données. Donc, les données qui sont très structurées, je reste sur ce qu'on appelle le relationnel. Sauf qu'au lieu d'utiliser SQL Server, j'utilise SQL Server Azure. C'est ce qu'on appelle le concept, au lieu d'infrastructure as a service, on parle de database as a service. En d'autres mots, la base de données en termes de logiciel, je ne l'achète plus, je m'abonne. Et je m'abonne selon quoi? Selon le stockage, selon le nombre de requêtes, etc. etc. Mais ça, c'est pour la partie structurée. Mais maintenant, la nature des applications exige de plus en plus de données non structurées. Et donc, nativement, Azure propose 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est quoi? C'est les blobs. Le blob, c'est quoi? Il faut voir, c'est comme si c'est une, on va dire, c'est un système de fichiers qui est sur le cloud, qui n'est pas sur, etc. La question qui se pose, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà travaillé, par exemple, avec Azure? Voilà. Lorsqu'on parle de machine virtuelle, on a Hyper-V, et bien sûr, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le disque virtuel, qui contient toutes les données, le système et les données. Maintenant, sur Azure, il se trouve où ce disque? Si je parle de Hyper-V, le disque dur, il est où? Le disque dur virtuel, il est dans mon disque dur physique. On est bien d'accord. Mais dans Hyper-V, le disque dur virtuel, il est dans un blob. Il est dans un blob. Ça veut dire eux-mêmes, Azure est lui-même basé sur... Si je parle par exemple de OneDrive. OneDrive, vous avez tous utilisé OneDrive ou bien un équivalent comme Dropbox. Il se trouve physiquement où? Pas physiquement, on va dire. Il se trouve où mon document Word ou Excel? OneDrive est basé sur les blobs. Ça veut dire qu'il utilise les blobs pour la sauvegarde. Donc, la deuxième façon de stocker des données, c'est ce qu'on appelle les tables. C'est quoi les tables? C'est tout ce qui est, on va dire, l'équivalent de NoSQL offert par Azure. C'est quoi? Il stocke des entités et chaque entité a un ensemble de clés valeurs. Bien évidemment, elle peut stocker des entités qui ont des types complètement différents. Ça veut dire, c'est pas comme le relationnel, on exige que toutes les lignes aient à peu près la même structure. Ça veut dire 3 entités, 4 entités peuvent ne pas avoir du tout la même structure. Et on a aussi les queues. C'est quoi? C'est une structure qui permet de découpler des applications. Je stocke des messages qui vont être consommés par d'autres applications. C'est en quelque sorte une implémentation assez basique des files d'attente. Bien évidemment, lorsque je parle de tout ça, Azure me délègue beaucoup de choses. D'abord, la disponibilité. Ça veut dire qu'il m'assure que ces données sont hautement disponibles. Ça veut dire s'il trouve que le serveur de stockage est très sollicité, automatiquement, il crée une autre instance du serveur de stockage pour que les entités soient toujours accessibles. Le SLA est vraiment au cœur du cloud. Deuxième chose, il m'assure la sauvegarde. Elle a toujours une technologie de ce qu'on appelle le triple. Ça veut dire qu'on a un backup de la machine dans la même zone géographique, il y a toujours un troisième backup dans une autre zone. Ça veut dire en cas de ce qu'on appelle disaster recovery, en cas de désastre majeur, je retrouve toujours mes données, que ce soit au niveau IaaS, que ce soit au niveau PaaS. Et autre chose très importante, c'est que le stockage est lié à un compte de stockage. Côté sécurité, ce n'est pas du tout lié à mon compte en tant que client. Ça veut dire que le compte de stockage peut être accessible à partir de n'importe quelle application. Ça veut dire que je peux faire des applications Java desktop, mais dans le back-end donné, c'est quoi? C'est un compte de stockage Azure. Parce que chaque compte de stockage est autonome, donc tout ce qu'on a besoin, c'est la clé pour y accéder. Donc dès qu'on a la clé, on peut interroger le compte de stockage pour récupérer les données, qu'elles soient structurées ou non structurées.
Quand est-ce que j'utilise ces mécanismes? J'utilise les bases de données lorsqu'on a face à des données très fortement structurées. C'est recommandé lorsqu'on fait de la migration d'applications. Ça veut dire qu'on a des applications qui existent au SQL Server, mais je veux les migrer vers le cloud. Ce n'est pas la peine de tout rechanger au niveau data. On laisse les bases de données telles qu'elles sont. Les blobs, on les utilise pour tout ce qui est non structuré, les fichiers, les documents, les vidéos, etc. etc. Et aussi, si on stocke des vidéos, Azure offre automatiquement des mécanismes de streaming. Ça veut dire que ça gère le streaming pour nous. Les tables, c'est pour tout ce qui est données non structurées, mais genre paramètres, profil utilisateur, etc. Et les queues, c'est tout pour la communication asynchrone. Donc, je relance ma démo. Voilà. Lorsque je clique sur le bouton lister, rappelez-vous que j'ai listé une liste des Mujahideen. Lorsque je lance SQL Server Management Studio, j'essaie d'afficher les tables. Vous allez trouver que ces Mujahideen-là sont dans une table relationnelle qui est équivalente à une instance normale de SQL Server. Sauf que cette base de données-là, elle n'est pas en local, mais elle est sur le cloud. Et elle offre pratiquement les mêmes possibilités d'administration et de gestion que SQL. La preuve, c'est que je suis en train de la gérer en utilisant Management Studio. Bien évidemment, dans Visual Studio, lorsqu'on installe le Azure SDK, je peux manager toutes, par exemple, les trucs de stockage en utilisant le cloud, ce qu'on appelle le Cloud Explorer. Ça veut dire que je peux, par exemple, en double-cliquant sur un container, voilà, je peux manuellement uploader, ça veut dire des fichiers sur un blob. Là, par exemple, là, on a les photos des Mujahideen qui sont stockées dans un conteneur. Et ce conteneur contient des blobs. Ça veut dire chaque photo individuelle, c'est ce qu'on appelle un blob. C'est quoi un blob? C'est juste un ensemble d'octets, ni plus ni moins. Je reviens sur l'application. Voilà. Je vais cliquer par exemple sur Ibn Badis. Je vais cliquer sur photo. En utilisant le SDK, j'ai téléchargé la photo depuis le blob. Elle n'est pas en local, elle était sur le blob. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Photo. C'est tout simplement, dans le blob, chaque Mujahid, il avait quoi? Il avait la photo en utilisant son ID. Ça veut dire 1.jpg, c'est la photo du Mujahid numéro 1. Autre chose aussi à savoir avec le Azure SDK, c'est que l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il installe un émulateur de stockage en local. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'avoir un compte Azure pour tester, je peux tester sur un émulateur qui émule tout ce qui est blob, tout ce qui est table, etc., etc. Maintenant, j'ai une table qui s'appelle détail. Remarquez que malgré que ça affiche des données sous forme tabulaire, mais il y a des colonnes qui ne sont pas remplies. Pourquoi? Parce que je stocke deux types de données qui ont des propriétés parfois les mêmes, parfois différentes. Par exemple, ici, donc on a les propriétés ID, Wilaya et Year. Ça veut dire pour chaque Mujahid, j'ai stocké ses déplacements. Donc chaque Mujahid, je stocke ses déplacements. Et ici, donc je stocke ID, person et Year. Je stocke les personnes que cette personne-là a rencontrées durant son parcours. Comment je représente ça? Voilà. Donc, je dois créer des classes qui héritent de table entity. Ensuite, je déclare toutes les entités qui doivent être stockées. De la même façon, rencontre qui contient d'autres, c'est quoi? À la event et à la person. De la même façon, ici, je choisis un Mujahid, je clique sur détail. Voilà. Il me sort avec une requête tous les déplacements et toutes les rencontres qu'a effectué ce Mujahid durant sa carrière. Finalement, très rapidement, je vais lancer un deuxième logiciel qui va écouter les messages à partir de la file d'attente. Et là,
je reviens ici, je vais choisir un Mujahid et je vais faire traitement. Par exemple, il y a un traitement, par exemple un logiciel qui optimise les vidéos qui sont enregistrées par un Mujahid. Donc ça, pour faire communiquer les deux logiciels, comme quoi, c'est bon, les informations sont prêtes. Donc voilà, il a reçu, c'est pas très visible, mais il a reçu le Mujahid sous forme JSON. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce Mujahid-là, je l'ai sérialisé sous forme de JSON, je l'ai enregistré sur ce qu'on appelle une queue, et d'une manière asynchrone, l'autre logiciel l'a récupéré et a fait son traitement. Ça veut dire que c'est un moyen très très efficace pour permettre de faire communiquer d'une manière asynchrone des applications. Mais il y a quelque chose de plus développé, lorsque les choses commencent à devenir assez limitées avec les queues, c'est ce qu'on appelle le service bus, qui permet de donner des choses complémentaires, comme par exemple le modèle publisher-consumer. Je reviens à la présentation. Juste avant, pour clôturer les démos, voilà, on a ce qu'on appelle les web jobs. C'est quoi les web jobs? C'est l'équivalent au service Windows. C'est des outils que je lance, mais qui exploitent quoi? Qui exploitent l'infrastructure de l'app service. Ça veut dire qu'il va utiliser les machines virtuelles allouées par l'app service pour s'exécuter. Par exemple, je fais un traitement, au lieu qu'il soit fait sur mes machines, il se fait à l'intérieur d'un web shop. Il y a deux catégories de web shop. Ceux qui sont planifiés, ça veut dire qui s'exécutent par exemple chaque fin de semaine, par exemple envoyer des mails, des trucs comme ça, et qui sont lancés d'une manière manuelle. Celui-là, c'est un web job qui s'exécute manuellement. Il ne fait pas quelque chose de vraiment intéressant. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute un enregistrement à la base de données. Ça veut dire dans une table qui s'appelle job. En attendant, je vais revenir. Je vais faire un refresh. Voilà, il me dit completed just now, c'est qu'il vient de terminer l'exécution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de créer les web jobs avec C#. On peut les créer avec C++, avec PHP. Ça veut dire qu'il supporte beaucoup de langages de programmation. Tant que ça fait le boulot. Maintenant, je vais parler un peu du mode SaaS. La migration, c'était quoi? C'est qu'au lieu d'avoir l'Office, on a l'Office 365 qui cartonne. Il ne cartonne pas parce que c'est le meilleur produit. Il cartonne parce que, entre autres, il propose Office avec. C'est une stratégie marketing qui permet à Office 365 d'évoluer. Avant, nos fichiers étaient quelque part sur le disque dur accessible via l'explorateur Windows. Maintenant, avec la stratégie, c'est qu'ils sont accessibles partout, sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon PC, en utilisant des logiciels genre OneDrive. Il y a aussi, par exemple, un logiciel qui est très utilisé en entreprise, qui est SharePoint. Il y a l'offre SaaS équivalente, c'est SharePoint Online. Sauf que, par exemple, avec les entreprises publiques algériennes, ils recrutent des administrateurs qui ne sont malheureusement pas assez bien payés, qui quittent au bout de 6 mois, qui trouvent un meilleur job. Mais ça permet de déléguer l'administration de SharePoint à un certain point, ça veut dire à Azure. Tout ce qu'il faut faire, c'est par exemple se concentrer sur le développement. Aussi, quelque chose de très important, si je crois en un produit, je dois être le premier consommateur. On est bien d'accord? Je dois être le premier consommateur. Je ne peux pas, par exemple, vendre du pain et acheter du pain à un autre boulanger. Ça veut dire que je ne crois pas en mon produit. Ça veut dire que toute l'offre SaaS de Microsoft, que ce soit Office 365, que ce soit SharePoint Online, que ce soit OneDrive, sont basés sur Azure. Ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'on a vu. Par exemple, OneDrive, tous les fichiers de OneDrive sont stockés où? Sont stockés dans des conteneurs Blob. Et là, une entreprise, lorsqu'elle veut acquérir une solution, donc elle ne gère absolument rien. Tout ce qu'elle gère, c'est l'aspect financier, ça veut dire de la solution. Et d'un point de vue déploiement, la checklist, elle est complètement verte. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de tâches de déploiement à avoir. Maintenant, je vais parler un peu du contexte algérien par rapport à Azure. Donc, les avantages, il y a une bonne communauté. Pourquoi? Parce qu'avant, déjà, il y avait beaucoup de développeurs .NET, ASP.NET, etc.
la migration vers le cloud n'a pas trop dénaturé ces développeurs-là. Un des gros avantages, je parle aux entreprises, c'est que la facturation. Il y a des représentants Microsoft, des partenaires Microsoft qui permettent de facturer les abonnements Azure. Ça veut dire que je peux acquérir Azure, ça veut dire en dinars, ce qui est très difficile pour les concurrents comme Amazon et Google. C'est un avantage. Pourquoi? Parce que malheureusement, le dinar pour le moment n'est pas convertible. Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas gérer elle-même son abonnement Azure. Et aussi, ce qui est un point positif, il y a de plus en plus d'engagement de certaines entreprises avec Azure. Par exemple, il y a une grosse entreprise qui a délégué tout son disaster recovery sur Azure. Ça veut dire s'il y a on va dire une panne majeure due à un tremblement de terre, il y a une stratégie de disaster recovery qui est basée sur Azure. Ça veut dire que toutes les machines auront une copie quelque part sur le cloud. Les inconvénients, le paiement électronique. Ce qu'on a lancé dernièrement, ce n'est pas le vrai paiement électronique. Pour que ça soit vrai, il faut que ça soit conforme EMV, il faut que ça soit international et surtout, il faut que le dinar soit convertible. Pourquoi? Parce que moi, en tant que start-up, je dois être capable de gérer tout seul mes abonnements. Lorsque je dis qu'il y a des partenaires Microsoft, certes, c'est un point positif, mais il va surfacturer. Il va avoir des bénéfices. Ça veut dire forcément, l'abonnement Azure que je vais acquérir va être plus cher que si je le prenais moi-même. Ensuite, la flexibilité. Le cloud même est basé sur la flexibilité. Je fais un plan. Ça veut dire, voilà, je fais un plan sur un maximum, je suis start-up, je commence sur un maximum de $300 par mois. Et là, il y a une évolution. C'est que je dois évoluer parce que je commence à avoir du succès, il y a des gens qui s'abonnent. Donc tout de suite, je change mon plan vers quelque chose de $900, $1000 par mois. Mais lorsque je passe par un partenaire, le processus il est toujours plus lourd. Ça veut dire que je n'ai pas une complète autonomie. On a les questions juridiques. Je ne vais pas le placer, toujours les données, elles sont où les données, etc. Il vous envoie un mail en utilisant Gmail, il vous dit, moi, je ne fais pas confiance au cloud, les données sont ailleurs. Donc c'est ça Et bien sûr, le tuyau. On ne peut pas parler de cloud sans avoir un bon tuyau. Ça veut dire que la connectivité doit être vraiment impeccable. Une des solutions par rapport au problème de données, c'est d'adopter des architectures hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire, hybride? Pour tout ce qui est applicatif, ça veut dire à 100% sur le cloud. Ça, il n'y a pas de problème, ça me gère l'élasticité, etc. Le gros problème, c'est les données. Maintenant, les données, on va les diviser en deux. On va tout ce qui est, par exemple, sensible, on va dire souverain, on va le laisser sur des bases de données locales qui sont hébergées localement. Je ne sais pas ce que dit la loi sur des pays partenaires, parce qu'on a aussi des pays partenaires. Parce qu'il y a des pays partenaires qui ont quand même des data centers et des connexions qui sont beaucoup plus bonnes que la nôtre. Et tout ce qui n'est pas sensible, on va dire des profils utilisateurs, des paramètres, je peux utiliser, ça veut dire les capacités d'Azure pour le stockage. Qu'est-ce qu'il y a les challenges? Il faut dire qu'il faut d'abord être ouvert au cloud, changer de culture. Ne pas être catégoriquement contre alors qu'on n'a pas grand-chose. Je vous ai dit, le monsieur, il m'envoie un mail sur Gmail pour me dire, moi je ne tolère pas que les données soient ailleurs. Il donne des réponses aux appels d'offres envoyés sur Yahoo. Ce qui n'est pas normal, alors que les données de Yahoo et Gmail, elles sont où? Elles sont sur le cloud. Donc la convertibilité du dinar. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas une convertibilité du dinar, ça veut dire si on n'est pas conforme au standard EMV, les startups surtout, je parle surtout des startups, n'auront pas l'autonomie, etc. Et là, les grosses entreprises, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que le moindre sou doit être justifié. Ça veut dire si ça dépasse, je dois faire un appel d'offres, etc. C'est complètement inflexible, c'est complètement rigide et ça ne s'adapte pas à l'agilité business. C'est que non seulement mon développement doit être agile, mais mon business aussi doit être agile. Et ça, c'est complètement incompatible. Il faut promouvoir le développement, parce qu'on ne développe pas vraiment grand-chose. Et lorsqu'on a de bons développeurs, ils développent malheureusement pour les autres, pas pour nous. Ça veut dire qu'il faut promouvoir le développement. Et comment on va promouvoir ce développement-là? Il faut instaurer une nomenclature des métiers. Lorsque je vois des annonces du public, je recrute 30 informaticiens. C'est quoi informaticien? C'est quoi informaticien? Est-ce que c'est un développeur? Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce qu'il est junior? Est-ce qu'il est senior? Est-ce que c'est un data scientist? La nomenclature aux États-Unis, en France, en Europe, elle est très riche. Et les gens sont payés selon leurs compétences. Ici, on les réduit à informaticiens. Et ça veut dire que si on ne valorise pas les informaticiens, on ne pourra pas développer des applications modernes. On ne pourra jamais fidéliser les gens. Impossible. Donc, améliorer, bien sûr, la qualité de la connexion, c'est un enjeu majeur pour le développement, surtout que notre pays est de moins en moins dépendant aux hydrocarbures. Et
quelque chose de très important. Si on veut parler de souveraineté des données, on doit exiger que les fournisseurs de cloud aient leur data center en Algérie. Mais, pour avoir un data center certifié, il faut avoir plusieurs fournisseurs d'énergie. Sinon, les fournisseurs de cloud ne s'implanteront jamais en Algérie. Ça veut dire s'il y a un challenge à proposer, ça veut dire si on veut que Amazon, Microsoft ramènent leurs serveurs chez nous, il faut vraiment qu'il y ait au moins 2 fournisseurs d'énergie. Combien de fois il y a eu un blackout total sur Alger? Ça veut dire s'il y a des données pour des entreprises qui sont en Japon, etc., ça veut dire tout simplement les données sont d'être inaccessibles, c'est intolérable. Ça veut dire en urgence, il faut qu'il y ait une multitude de fournisseurs d'énergie. Monsieur Moustapha. Donc avant de prendre les questions, aujourd'hui on a des invités, des étudiants de l'université de Bouira. Ils sont venus de loin pour assister à ce meet-up. Marhaba bikoum. Veuillez les applaudir. Donc, si vous avez des questions, on n'a pas assez de temps, mais on va prendre 2 ou 3 questions. Oui. Donc, j'ai une seule question, c'est par rapport au paiement des licences de Azure. Est-ce qu'ils sont payés par mois, par utilisateur, par an ou par organisation? C'est juste par rapport. Je ne comprends pas. Là, quand on parle du cloud, donc c'est l'allocation du service. Exactement. Ça veut dire si je suis en mode IaaS, Oui. ça veut dire que je vais installer des applications, des machines virtuelles, comme si je l'avais installé sur mon data center. On est bien d'accord. Sauf que le hardware, il est loin. Oui. Le fait que je mette quelque chose de payant, ça veut dire que je dois m'assurer du paiement des choses. On est bien d'accord. Oui. Si j'installe dessus SQL Server, ça veut dire que je vais payer la licence de SQL Server. Si j'installe Windows Server, ça veut dire que je vais installer la licence de Windows Server. Justement, la question est là. Donc, le paiement de la licence, donc c'est un paiement des licences par organisation et non pas par utilisateur. Exactement, mais SQL Server, par exemple, il demande le nombre d'accès. Un des modes de paiement de licence, c'est le nombre d'accès. Ça veut dire si mon application web qui est sur SQL Server est accédée par 100 000 personnes, ce n'est pas le même prix que si elle a été accédée par 10 000 personnes. Donc, c'est par lot. C'est par lot. Ça veut dire que c'est à moi de faire les calculs combien je vais avoir de budget. Donc toujours, lorsque je fais une planification financière, je planifie par rapport à IaaS et par rapport à PaaS. Parce que très souvent, lorsque je suis en mode PaaS, ça coûte moins cher. Je dis très souvent, pas tout le temps. Une autre question. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de louer les infrastructures au niveau de Azure? Qu'est-ce que ça veut dire infrastructure? IaaS. Donc, là, quand on parle du software as a service, donc on peut louer des services. On peut louer carrément une plateforme. Mais est-ce qu'on peut louer, par exemple, un serveur dédié, donc serveur physique dédié à l'entreprise? Ça n'existe pas la notion, c'est complètement encapsulé. Tout ce qu'on loue, c'est des machines virtuelles, autant qu'on veut, avec des gammes de puissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas dire je loue, parce que vous allez vous-même vous assurer de la haute disponibilité et du backup de ce qui ne tolère pas. C'est lorsque j'alloue par exemple, on va dire la plus chère, qui coûte environ, on va dire, jusqu'à 500 $ par jour, je crois, un truc comme ça. Et eux, ils s'assurent à quoi? Qu'il y ait 2 copies sur le data center local, ça veut dire la région géographique, et une autre copie sur un serveur distant. Mais jamais accès au niveau hardware, jamais. Ça veut dire au niveau hardware, non. C'est pas, par exemple, comme les traditionnels, c'était OVH, on vous donne, par exemple, un serveur dédié. Non. On peut. D'autres questions? Nakash?